Étienne de la Boétie nous lance un défi. Voulons-nous être libres ou complices de notre propre servitude? Dans cette vidéo, je décrypte son discours de la servitude volontaire et le parcours associé, défendre et entretenir la liberté. Tu vas tout savoir pour assurer aussi bien à l'oral qu'en dissertation. Première idée, le constat de la servitude volontaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Que met en lumière la Boétie? Et surtout, en quoi cela va-t-il à l'encontre de la liberté? Ouverture choc. L'ouvrage commence par une citation d'Homère tirée de l'Iliade que l'auteur conteste vivement. Il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, n'en ayons qu'un seul soit le maître, qu'un seul soit le roi. En d'autres termes, pour Homère, il vaut mieux avoir un seul maître, un seul roi, plutôt que d'en avoir plusieurs. La Boétie, certes, reconnaît qu'il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, car ce serait multiplier les risques d'être maltraité. Mais il rejette aussitôt la suite de l'affirmation. L'idée d'accepter un seul roi lui paraît très dangereuse. Selon lui, il est difficile de croire qu'un gouvernement où tout est entre les mains d'un seul homme puisse servir le bien commun. Et pourtant, les hommes acceptent cette situation, se jouent avec un G. C'est un mot que tu vas retrouver souvent dans ce texte qui signifie une contrainte, une domination qui pèse sur quelqu'un. Et oui, voilà l'objectif de ce discours. Comprendre ce qui pousse un si grand nombre de personnes à accepter, à supporter la présence d'un tyran et à devenir esclaves de leur plein gré. Voir un nombre infini de personnes, non pas être gouvernées, mais tyrannisées. Si 2, 3 ou 4 personnes acceptent de se soumettre à un chef, c'est surprenant mais encore compréhensible. Mais si 100, si 1000 souffrent l'oppression d'un seul, c'est absolument impensable. La liberté, qui est également désignée dans le livre par le mot franchise, est un état naturel, un bien précieux qu'il faut défendre à tout prix. Voilà le premier mot du parcours associé, la liberté, simple en apparence, mais un peu difficile à cerner. Dans la vie courante, la liberté, c'est la possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer sans contrainte excessive. D'un point de vue juridique, la liberté est un droit reconnu à chacun, mais qui doit s'exercer dans le respect des lois et des règles. Enfin, pour la Boétie, la liberté est un état naturel de l'homme, un bien si grand et si plaisant qu'il faut non seulement le chérir, mais aussi le défendre. Deuxième mot du parcours, défendre justement, autrement dit protéger, tout faire pour sauvegarder et préserver ce droit. Cela implique aussi qu'il peut être en danger, menacé, attaqué. L'auteur prend justement exemple sur les animaux. Certains préfèrent mourir plutôt que de perdre leur liberté, d'autres luttent farouchement pour la défendre. Il donne l'exemple de l'éléphant qui va jusqu'à briser ses défenses contre un arbre comme s'il voulait les offrir en échange de sa liberté. Et du cheval qui se cabre lorsqu'on le contraint. Étienne de la Boétie nous le rappelle, pour les hommes aussi, la liberté est un fondement naturel. C'est vrai, ils n'ont pas tous les mêmes avantages, pas tous les mêmes chances. Mais ces différences existent seulement pour renforcer la solidarité entre eux, l'affection fraternelle. Tous les hommes sont faits sur le même moule, tous sont donc naturellement libres. La servitude, au contraire, est contre nature, puisqu'elle fait du mal. Une citation essentielle, nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise, autrement dit de notre liberté, mais aussi en étant attachés à la défendre. Tu l'as compris, l'homme doit donc tout mettre en œuvre de façon à la protéger. L'auteur propose une solution, non pas s'attaquer au tyran, mais simplement cesser de lui donner de la force, de le nourrir. Il ne faut rien lui ôter, mais ne rien lui donner. Le tyran est un peu comme un feu. Si on ne l'alimente pas, il finit par s'éteindre. D'ailleurs, il n'est pas surpuissant, il n'a que 2 yeux, n'a que 2 mains, n'a qu'un corps. Sa force vient uniquement de l'obéissance du peuple. Comment a-t-il un quelconque pouvoir sur vous, sinon par vous? Pour briser les chaînes, il suffit selon lui de le vouloir. Soyez décidés à ne plus servir et vous voilà libre. Cependant, attention, la menace est réelle. Un peuple peut ne plus être libre. Alors justement, quels sont les pièges de la tyrannie ? Et pourquoi entretenir la liberté est-il si difficile? C'est le troisième mot-clé du parcours associé. Il signifie maintenir, conserver et sous-entend que cela demande un effort régulier. Il met aussi en avant une réalité. Si la liberté doit être entretenue, c'est parce qu'elle peut être perdue. Première cause à cela, premier piège, la tyrannie s'installe par l'habitude, par la coutume. C'est le terme qui est employé dans le texte. Selon l'auteur, il existe 3 types de tyrans. Celui qui est élu par le peuple, celui qui s'impose par la force,
force, celui qui hérite du pouvoir par succession. Mais en réalité, tous finissent par se ressembler, même le chef qui est élu. La preuve, l'exemple de Denis à Syracuse. Au départ, il est choisi par le peuple pour protéger la cité et diriger l'armée en temps de guerre. Mais très vite, le peuple lui confie trop de pouvoir. Résultat, Denis ne se contente plus de son rôle de capitaine, il devient roi, puis tyran. Et puis, une fois la servitude installée, le peuple oublie son ancienne liberté. Les générations suivantes servent ensuite le tyran sans se poser de questions. Les hommes se contentent de vivre comme ils sont nés. Et oui, on ne se bat pas pour quelque chose que l'on n'a jamais connu, autrement dit la liberté. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume, le premier piège. L'auteur révèle ensuite de nombreux instruments qui permettent au tyran de maintenir sa domination sur le peuple. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais facile de sauvegarder sa liberté. Le premier outil de domination, c'est le divertissement. La Boétie raconte que Cyrus, en pleine conquête de l'Orient, apprend qu'un territoire s'est révolté. Il pourrait détruire la ville ou bien payer une armée pour surveiller ce territoire. Mais il trouve une autre solution, offrir des distractions à sa population. Il y installe des maisons closes, des maisons de jeux, des tavernes, bref, tout pour endormir le peuple. La Boétie élargit l'exemple. Tous ces divertissements, le théâtre, les jeux, les spectacles de gladiateurs, sont en réalité des outils de la tyrannie conçus pour détourner l'attention. Deuxième instrument, les festins. Il prend l'exemple des banquets romains. Le tyran semble offrir au peuple de superbes repas, mais en réalité, il ne fait que redistribuer ce qu'il a pris au peuple. Troisième outil, le langage, qui sert à déguiser la réalité. Les empereurs romains choisissent par exemple le titre de tribun du peuple, lié à la défense des citoyens. Ce vocabulaire est flatteur, il inspire confiance, il crée l'illusion. Mais évidemment, il ne fait que masquer la vérité. Quatrième outil, la mise en scène du mystère. Les rois d'Assyrie se montraient le plus tard possible devant le peuple afin de créer un certain mystère et d'exploiter la crainte de ce que l'on ne voit pas, de l'invisible. Il y a aussi le roi Pyrrhus ou l'empereur Vespasien qui ont prétendu accomplir des miracles. La Boétie le souligne, la population s'est laissée prendre aux filets les plus mal tendus. Le dernier secret de la domination, les compagnons du tyran, ses complices. Ce ne sont pas les cavaliers ni les armées qui défendent le tyran, non non. Ce sont seulement 4 ou 5 individus qui maintiennent le tyran en place. Autour d'eux, un système en cascade, pyramidal, s'organise. Ces quelques proches tiennent 600 personnes, qui elles-mêmes tiennent 6000 autres personnes, etc. Chacune de ces personnes reçoit une faveur, par exemple une fonction. Et la tyrannie prospère, se développe grâce à ce réseau de soutien. Les ambitieux, les corrompus et les vicieux sont naturellement attirés par ce système. Ainsi, ceux qui gravitent autour du tyran sont totalement sous sa coupe, parfois moins libres que le peuple lui-même. Les proches du chef doivent penser comme lui, approuver toutes ses décisions, anticiper ses volontés. Leur seul but est de lui plaire. Cela est-ce vivre heureux ? S'interroge l'auteur. Car un proche du tyran tient d'autrui son plaisir, sa liberté, son corps et sa vie. Il n'est jamais bon d'être le favori. La Boétie cite l'exemple de Sénèque et de Burrus, des conseillers de Néron, empereur de Rome. Leur vie s'est achevée tragiquement malgré ou à cause de la proximité avec le maître. Il cite également la fable d'Ésope, et non pas de Jean de La Fontaine, le renard et le lion. De nombreuses bêtes entrent dans la tanière du lion, qui représente le roi bien sûr, mais très peu en ressortent vivantes. Finalement, selon Étienne de la Boétie, est-il possible de protéger et de maintenir la liberté ? Quelles sont ces solutions concrètes ? D'abord, en ayant conscience de ce qui s'est passé dans l'histoire et en tirant des leçons. La Boétie est un humaniste, il puise de nombreux exemples dans l'Antiquité pour éclairer et argumenter. Ensuite, en étudiant et en listant les pièges de la tyrannie afin d'y être sensibilisé. En rendant également le peuple acteur de sa liberté et non simple victime qui va subir. En misant bien sûr sur l'éducation et la réflexion qui sont des thèmes caractéristiques de l'humanisme. L'écrivain explique d'ailleurs que certains hommes, grâce au savoir, gardent le goût de la liberté. C'est d'ailleurs pour cette raison que les tyrans redoutent les livres et cherchent à les supprimer. Le savoir est l'ennemi de la tyrannie. Enfin, en mettant en avant la solidarité et la fraternité entre les hommes. C'est
C'est un combat collectif. Note bien que la Boétie utilise souvent le pronom personnel « nous ». Je terminerai par la métaphore du feu, une image que la Boétie utilise à plusieurs reprises. L'écrivain nous invite à ne pas alimenter le pouvoir du tyran. Il montre aussi que ses proches se consument, se brûlent à son contact. Et bien la liberté, c'est elle aussi un feu précieux à protéger. Mais à la différence du tyran, il faut l'alimenter sans cesse pour qu'il ne s'éteigne jamais.